Bonjour, je m'appelle Émile et aujourd'hui je vais vous raconter les guerres napoléoniennes. Nous allons voir l'origine de ces guerres, le déroulé des 7 coalitions et ses conséquences sur le 19e siècle. Le contexte. Nous sommes en 1789 et l'Europe est divisée en plusieurs royaumes. Plus un royaume est peuplé, plus il dispose d'une armée nombreuse. La France, de par sa population de 27 millions d'habitants, fait partie des 4 royaumes les plus puissants. De plus, avec 80 navires de ligne, la France est la deuxième marine d'Europe, derrière la puissante marine anglaise. La population des royaumes est séparée en 2 classes sociales. La noblesse et le clergé, minoritaires, qui dominent le tiers-état, majoritaire. Lors de la Révolution française, le tiers-état se rebelle et retire le pouvoir aux nobles et au clergé pour fonder une république égalitaire. La première coalition. Les nobles des autres royaumes européens veulent garder leurs privilèges sociaux et ne veulent pas que la révolution se propage. Les monarchies vont s'unir pour former une coalition contre la République. Des révoltes royalistes éclatent dans le pays, tandis que les royaumes européens vont déclarer la guerre à la France pour restaurer la monarchie. Sur les mers, la marine perd des vaisseaux après la défaite du 6 juin et la prise de la base navale de Toulon par les coalisés. Mais sur terre, le ministre Carnot crée une armée de citoyens. Elle arrive à éteindre les révoltes et repousse les armées étrangères à la bataille de Valmy. Le jeune général Napoléon Bonaparte est envoyé à Toulon et récupère le port aux Anglais. L'armée espagnole est défaite à Orbaïzeta et les Allemands sont défaits à Fleurus, permettant l'occupation de la rive gauche du Rhin et de la Hollande. La flotte hollandaise est capturée au Helder. La paix est signée à Bâle avec l'Espagne et la Prusse. La Russie, l'Autriche et la Prusse profitent de ce répit pour envahir la Pologne grâce à leur victoire de Massier-Joris. Alors que l'armée française a des difficultés au front principal en Allemagne, Napoléon est nommé général des armées d'Italie, un front secondaire. 2 semaines plus tard, il remporte la bataille de Millesimo face au Piémont qui capitule. Il entre en Vénétie et affronte 3 armées autrichiennes plus nombreuses que lui. Il les bat aux batailles de Lodi, d'Arcole et de Rivoli. Il marche ensuite vers Vienne, la capitale ennemie, et l'Autriche est obligée de signer la paix à Campo Formio. Désormais en paix, la France peut annexer la rive gauche du Rhin. L'État de Venise disparaît et les républiques de Hollande et d'Italie sont créées. C'est ensuite au tour de la Suisse de devenir une république après la bataille de Gros-Rolls. Ces républiques sont alliées militairement à la France et l'armée française les défend des monarchies. La deuxième coalition. La France a gagné tous les combats sur terre, seul le Royaume-Uni poursuit la guerre par-delà les mers. La République décide d'entraver son commerce en bloquant la route commerciale d'Égypte, province ottomane, et prépare une flotte à Toulon. Napoléon commande l'expédition, qui conquiert Malte et débarque en Égypte. L'armée mamelouk est écrasée à la bataille des Pyramides et le pays est facilement occupé. Mais la flotte anglaise détruit la flotte française à Aboukir et bloque les ravitaillements. Ottomans, Russes et Autrichiens déclarent la guerre aux républiques. Après avoir vaincu les Turcs à Montabor, Napoléon rentre en France. Les Français repoussent encore les Ottomans à la bataille d'Héliopolis et aussi les révoltes des Égyptiens, mais ils doivent se rendre aux Anglais après 3 ans de blocus. En Europe, les armées des républiques repoussent les armées des monarchies à Castricum et à Zurich, mais sont défaites à Magnano et quittent l'Italie. En mer, la flotte hollandaise est capturée par les Britanniques au Vlieter. Les républiques sont alors en danger et pour les défendre, Napoléon devient le premier consul de France. Il défait l'armée des monarchies à Marengo et reconquiert l'Italie du Nord. En Autriche, la victoire décisive à Hohenlinden oblige toutes les monarchies à signer la paix d'Amiens. Napoléon a ramené la paix en Europe et le Piémont devient français. Napoléon, victorieux, est sacré empereur des Français. Pour garantir la liberté du peuple, il supervise l'écriture de la Constitution française et l'impose aux autres républiques. La troisième coalition. La paix permet à la France, pays le plus peuplé d'Europe, de bâtir des bateaux de guerre plus vite que la Grande-Bretagne. Voulant rester la première puissance navale, cette dernière déclare la guerre à la France. Napoléon décide de prendre le Hanovre britannique et l'offre à la Prusse.
il prépare une grande armée pour envahir l'Angleterre. Mais la flotte franco-espagnole est détruite à la bataille navale de Trafalgar et le débarquement devient impossible. La Russie, l'Autriche et Naples rejoignent l'Angleterre et préparent une attaque en France. Les prenant de rapidité, Napoléon attaque le premier avec sa grande armée et réussit l'exploit d'encercler entièrement une armée autrichienne à Ulm. Il occupe la capitale autrichienne, tandis que les Autrichiens unissent le reste de leurs forces aux Russes. Napoléon exécute un chef-d'œuvre tactique à Austerlitz, obtenant une victoire décisive, obligeant l'Autriche à cesser la guerre. En Italie, les Autrichiens avaient été repoussés à la bataille de Caldiero. L'armée de Naples, isolée, est défaite à Gaète, mettant fin à la coalition. La campagne est un succès et la paix de Presbourg avec l'Autriche change l'équilibre européen. Naples devient un pays allié. Les îles Ioniennes deviennent françaises. La Vénétie intègre l'État italien. Le Tyrol autrichien intègre la Bavière. Et enfin, l'Empire germanique est remplacé par la Confédération du Rhin. Dans tous ces États, grâce à la mise en place de sa constitution, Napoléon libère des millions de personnes de l'oppression de la noblesse. La quatrième coalition. Malgré la défaite de l'Autriche, la Russie est encore en guerre contre la France. Elle sera rejointe par la Prusse, qui ne supporte pas de voir des États allemands alliés militairement à la France dans la Confédération du Rhin. Mais la Prusse, sans attendre les Russes, attaque la France seule, en Saxe. L'armée prussienne est détruite aux batailles d'Iéna et d'Auerstadt. La capitale Berlin et la majorité du pays est occupée militairement. À l'est, les derniers soldats prussiens rejoignent l'armée russe à Königsberg. Les Français s'installent en Pologne prussienne et sont vus en libérateurs. Durant l'hiver, l'offensive russe est difficilement repoussée à la bataille d'Eylau. Il faut attendre la victoire de Napoléon sur les Russes à la bataille de Friedland pour mettre fin au conflit. À la paix de Tilsit, Napoléon propose une paix équitable aux géants russes, lui laissant prendre la Finlande et la Moldavie. Mais pour la Prusse, c'est la punition. Son territoire est réduit de moitié. À l'ouest, il transforme le Hanovre en un État pro-français modèle, la Westphalie, qui rejoint la Confédération du Rhin avec la Saxe. À l'est, il fait renaître un État polonais. Ces pays seront dotés du Code civil. La Grande-Bretagne refuse la paix et attaque les navires de commerce européens, obligeant Français et Alliés à cesser tout commerce avec les Anglais. C'est le blocus continental. Afin de contrôler seules les mers, le Royaume-Uni attaque le Danemark-Norvège, neutre, et détruit toute sa flotte à la bataille de Copenhague. À cette date, les colonies françaises et hollandaises sont toutes occupées par les Britanniques. La cinquième coalition. Le Portugal refuse de participer au blocus continental. Napoléon s'associe avec l'Espagne et envoie une armée prendre le pays qui est occupé sans combattre. Pendant ce temps, la monarchie espagnole traverse une crise de succession. Napoléon profite de son alliance avec l'Espagne pour occuper le pays par la ruse. Mais des révoltes éclatent partout dans le pays. L'armée française est battue à Bailen et se replie de la péninsule ibérique. Napoléon lance sa grande armée à la conquête de son ancien allié et après la victoire de Somosierra sur ces derniers, il occupe la capitale, Madrid. Il crée un État allié en Espagne, mais la population se révolte partout et entre en guérilla, retenant l'armée française. L'Autriche en profite et soutient une révolte au Tyrol, puis déclare la guerre et attaque sur tous les fronts. Napoléon rentre d'urgence en Allemagne, assemble une deuxième armée avec ses alliés et obtient la victoire à Eckmühl, libérant la Bavière. Les Italiens repoussent les Autrichiens à la bataille de Piave. Les Polonais font de même à Razin. Napoléon occupe Vienne, mais il subit ensuite sa première défaite à Essling. Le combat final a lieu à Wagram, plus grosse bataille du monde, réunissant 300 000 hommes, où il remporte une victoire après des combats acharnés. L'Autriche doit signer la paix de Schönbrunn, elle perd l'Illyrie et la Galicie au nord. Pour créer de nouvelles bases navales contre les Britanniques, la Hollande, l'Allemagne du Nord, Rome et l'Illyrie sont intégrés à la France. En péninsule ibérique, les Français continuent de combattre les guérillas espagnoles, aidés des armées portugaises et britanniques. Ils avancent difficilement, mais réussissent à pacifier la Catalogne. C'est l'apogée de l'Empire français.
La 6e coalition. Les relations avec la Russie se dégradent avec l'extension de la Pologne et la reprise du commerce russe avec les Britanniques. Les Russes, en guerre contre la Suède et les Ottomans, signent la paix pour se préparer au conflit imminent. Napoléon assemble la plus grande armée du monde, 600 000 hommes, et il s'enfonce dans l'immense Russie. Les Russes évitent le combat et fuient jusqu'à Moscou en pratiquant la stratégie de la terre brûlée pour affaiblir les Français. Les armées s'affrontent à Borodino, où les Français l'emportent et prennent Moscou. Mais le tsar refuse la paix, il incendie Moscou avant l'hiver et contre-attaque. Loin de ses lignes d'approvisionnement, Napoléon doit battre en retraite. Son armée est décimée par le froid, la faim et les attaques russes. Seuls 50 000 soldats échappent aux Russes à la rivière Bérésina. En Espagne, Napoléon avait retiré des soldats pour les envoyer en Russie. Les Français sont affaiblis, ils perdent la bataille de Salamanque et se retirent de la péninsule. Les désastreuses campagnes de Russie et d'Espagne incitent les monarchies européennes à toutes se lier contre l'Empire français. Les Russes entrent dans une Pologne sans défense, ils battent les Polonais à Kalist et occupent le pays. Les deux camps assemblent leurs armées et 500 000 hommes vont se battre dans la plus grande bataille du monde à Leipzig. L'armée de Napoléon est presque 2 fois moins nombreuse et a perdu ses vétérans. Elle est battue et doit se replier d'Allemagne et de Hollande. En Italie, Naples change de camp, tandis que les alliés de la France sont occupés. Les monarchies envahissent ensuite la France. Napoléon arrive à les battre au nord, grâce à son armée de conscrits, lors de la campagne des 6 jours. Mais il ne peut empêcher les autres armées ennemies d'occuper la France. Il signe l'armistice de Fontainebleau et part en exil. Lors du congrès de Vienne, les monarchies rétablissent les frontières de la France de 1789. La 7e coalition. La 7e coalition ne change rien par rapport au précédent congrès de Vienne, car les frontières n'ont pas changé et Napoléon est toujours en exil. Les conséquences de ces conflits. Les conséquences de ces 2 décennies de guerre sont nombreuses en comparant la situation avant et après ces conflits. Sur le continent, le grand gagnant est la Russie, qui a annexé toute la Pologne et contrôle la Finlande. C'est désormais la première puissance militaire du continent. Sur les mers, les grands perdants sont l'Espagne et le Portugal, qui n'ont plus de marine et vont perdre leur empire colonial. Le grand gagnant est le Royaume-Uni, car toutes les marines de ses concurrents sont désormais loin derrière. Grâce à sa suprématie, le Royaume-Uni établira la Pax Britannica sur les océans pendant 1 siècle et établira des colonies sur tous les continents, sans concurrence européenne. Juridiquement, le système qui a gagné et qui perdure encore aujourd'hui est l'égalité des citoyens à la place des privilèges de la noblesse. Le Code civil imposé par Napoléon a été adopté par les nations européennes et perdure encore de nos jours. Son système est tellement moderne qu'il est adopté par ses ennemis comme l'Espagne et la Prusse. Cette révolution juridique libère des milliers de paysans de leurs seigneurs qui peuvent travailler en usine et contribuer à la révolution industrielle. Napoléon est donc à l'origine de la révolution industrielle européenne. Je vous remercie pour votre attention. Émile.